Altamimi, bonjour Guillaume Thibault, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente tout de suite. Zouhair Altamimi, vous êtes directeur de recherche IGN, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière à l'Institut de physique du Globe de Paris. Vous êtes un expert international de géodésie. D'ailleurs, vous présidez l'Association internationale de géodésie. Je le disais tout à l'heure, on a le sentiment que c'est une science qui n'est pas toujours extrêmement connue. Pourtant, moi, tout le monde, on s'en sert tous les jours. Oui, tout à fait. La géodésie est fondamentale sans laquelle vous allez être perdu. Perdu parce que vous avez besoin de vous repérer dans l'espace et dans le temps. Surtout avec des applis aujourd'hui. Voilà, surtout quand vous appuyez sur la localisation de votre smartphone, mais aussi pour un pilote de retrouver sa trajectoire et retrouver sa piste d'atterrissage, il a besoin de la géodésie. Exactement. Alors, il y a plein d'applications. On aura le temps d'en parler tout à l'heure tranquillement. On parlera notamment de l'utilisation aujourd'hui et de l'importance de la géodésie pour observer l'évolution de notre climat. Tout à fait. Ça, c'est très, très important. Guillaume Thibault, merci aussi d'être avec nous. Alors, vous êtes chercheur à la recherche et développement d'EDF et vous travaillez sur des technologies de réalité virtuelle. Mais dans quel but ? Oui, des techniques de réalité virtuelle appliquées à la préparation des travaux dans les centrales nucléaires, qui sont d'assez grandes installations. Et on veut aider tous les intervenants à bien trouver la position de travail, la prévention des risques. Et en virtuel, ils ont tous les moyens pour anticiper leur action. Alors c'est très intéressant, on aura le temps d'en reparler aussi, mais vous allez nous raconter pourquoi et comment vous avez collaboré avec des scientifiques, avec des archéologues, pour mieux comprendre les œuvres pariétales de la grotte Chauvet. Ça, c'est passionnant. Vous allez tout nous raconter tout à l'heure. J'ai l'impression quand même, on a l'impression que vous êtes dans des activités assez différentes, mais j'ai l'impression qu'il y a un point commun entre vous, non ? Il y a peut-être le point commun de la mesure. C'est-à-dire que vous savez prendre la mesure tous les deux avec précision ? Zouhair, il fait des grandes mesures à l'échelle de la Terre. En l'occurrence, moi, c'est plutôt à l'échelle d'une usine ou d'une grotte préhistorique, mais voilà, on mesure. Mais on cherche quand même la meilleure précision possible de ces mesures. Vous êtes des artistes de la mesure, on va voir. Hein. La grande précision. Mais pour commencer cette émission, nous allons nous intéresser à la restauration de Notre-Dame de Paris, qui fera prochainement l'objet d'une série de documentaires, magnifiques documentaires sur Arte. Regardez.
Et pour discuter de la restauration de Notre-Dame de Paris, direction tout de suite le plateau de Saclay à côté de Paris pour retrouver mon premier invité. Bonjour Philippe Dillman. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes chercheur et directeur de recherche au laboratoire Archéomatériaux et prévision des altérations de l'altération CEA-CNRS. Et alors avant de discuter de cette restauration, je vais faire un petit rappel des faits. Nous sommes le 15 avril 2019, un peu avant 19h, et un gigantesque incendie se déclare au niveau de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vieille de plus de 850 ans, et alors qu'elle est en travaux. Après une nuit entière, l'incendie finit par ravager sa flèche, sa toiture, son horloge et une partie de la voûte. Alors aujourd'hui, la cathédrale est le théâtre d'un chantier gigantesque et c'est là que vous intervenez, Philippe. Quel est votre rôle dans ce vaste chantier ? Alors, je suis co-coordinateur avec 3 autres personnes du CNRS et du ministère de la Culture de ce qu'on a appelé le chantier scientifique CNRS ministère de la Culture de Notre-Dame. Et en fait, ce chantier, en plus du chantier de restauration que l'on connaît, dont vous entendez régulièrement parler, eh bien, il regroupe l'ensemble des recherches scientifiques qui sont faites autour de Notre-Dame suite à l'incendie. Alors ça peut être des recherches qui ont trait directement à la restauration sur l'altération des matériaux par exemple, on y reviendra, mais c'est également des recherches qui visent à comprendre comment Notre-Dame a été construite au Moyen-Âge par exemple. Alors ce chantier scientifique, il regroupe presque une centaine de chercheurs et il s'intéresse à différents aspects. Alors ça va des études sur les matériaux, vous l'avez compris, la pierre, le bois de la charpente, le verre des vitraux, le métal, les éléments de décor pour en comprendre l'altération, mais également pour comprendre comment ils ont été fabriqués, d'où ils provenaient et quelle est leur qualité. On a également des gens qui s'intéressent au calcul de structure, pour comprendre comment la cathédrale a souffert ou si elle a beaucoup souffert ou non de l'incendie. Il y a également des aspects un peu moins connus, un peu plus inattendus, qui sont liés à l'immatériel de la cathédrale, puisqu'on a des sociologues et des anthropologues qui étudient l'émotion. Quelle émotion a généré l'incendie, à la fois sur différents types de populations. Ça peut aller des organismes de la cathédrale jusqu'aux gilets jaunes ou à d'autres types de populations. Ouais. Il y a des gens qui reconstituent l'acoustique de la cathédrale. Et enfin, il y a tous les aspects liés au numérique, puisque vous avez vu quelques images sur la restitution du double numérique de la cathédrale. Donc vraiment une approche multidisciplinaire sur ce chantier. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement, nous, aux éléments en fer qui constituent le squelette de la cathédrale. L'incendie a révélé certains éléments qui jusque-là étaient méconnus. Alors, quels sont ces éléments et où est-ce qu'on les trouve sur la cathédrale ? Alors effectivement, on savait qu'il y avait des éléments en fer, notamment rajoutés par Viollet-le-Duc. Il y a des tirants qui ceinturent le chœur qu'on peut apercevoir encore de l'extérieur. Mais là, ce qu'on a découvert, c'est à différents endroits de la cathédrale. Alors notamment après exploration liée au diagnostic post-incendie, on a découvert un certain nombre d'agrafes dans les tribunes, mais aussi et surtout après l'incendie des énormes poutres de la charpente, on s'est rendu compte que tout au sommet des murs qu'on appelle les murs bahuts de la cathédrale, on avait un chaînage de centaines d'agrafes qui liaient les pierres entre elles et qui faisaient le tour du bâtiment sur l'ensemble du bâtiment. Alors, on a pu faire quelques prélèvements sur ces agrafes et en appliquant des méthodes de datation radiocarbone sur le carbone qui est contenu dans le métal, on pourra y revenir, on a pu montrer qu'elles avaient été placées dès la construction et que l'usage du métal faisait partie de la pensée constructive des bâtisseurs du Moyen-Âge, des bâtisseurs de Notre-Dame. C'est ça que ça révèle sur la construction de ces édifices monumentaux. C'est que finalement, c'était pensé dès le début. Oui, complètement. Et ça rejoint d'autres observations qu'on a fait sur d'autres monuments d'ailleurs. Mais c'est un matériau qui est utilisé avec la pierre, avec le mortier pour faire tenir le monument et puis atteindre ces hauteurs formidables qu'on peut avoir dans les cathédrales.
D'accord. Alors, vous le disiez, vous êtes intéressé plus en détail donc aux éléments en fer. Vous avez prélevé des échantillons et vous avez mené des études pour essayer de comprendre la composition de ces éléments en fer. Finalement, qu'a révélé l'étude de la composition de ces éléments en fer et sur leur origine? Alors, on a fait toutes sortes d'études. On a effectivement eu la chance de pouvoir prélever quelques-unes de ces agrafes, pas toutes. Déjà, je voudrais dire qu'on a taillé quelques éprouvettes et qu'on a tiré sur ces éprouvettes pour voir au moment où elles cassaient, ce qui permettait d'avoir des données sur la résistance des matériaux et c'est de comprendre le rôle qu'elles jouent dans la structure du bâtiment. Et puis aussi, alors il faut que je vous parle ce sont des agrafes en fer, donc je suis obligé de vous parler un petit peu de la façon dont on fabriquait du fer, puisque le fer n'existe pas à l'état natif sur la planète. Il est associé toujours principalement à de l'oxygène, et il faut par une opération de réduction le transformer en métal. Donc on va utiliser du charbon de bois à l'époque de Notre-Dame, et la combustion de ce charbon de bois va apporter la mise en température nécessaire à l'opération de réduction, et on va produire du CO ou du CO2 qui vont s'associer à l'oxygène du minerai. Alors, on obtient donc du métal à l'issue de cette opération, mais il y a également un certain nombre d'impuretés qui ne sont pas transformées en métal, voilà, qui étaient dans le minerai et qui comportent un certain nombre d'éléments traces. Alors tout un cortège d'éléments présents en très petite quantité, 0,001%, et qui constitue une véritable signature chimique en fait du lieu de provenance, du minerai utilisé pour fabriquer le métal. Une sorte d'empreinte en quelque sorte, c'est ça? Oui, non, on peut considérer ça comme une empreinte digitale. Et que révèle alors l'analyse de ces petits éléments? Alors là où on a de la chance, c'est que comme le fer était élaboré à l'état solide, on n'atteignait pas la température de fusion du métal dans ces fourneaux, et bien une partie de ces impuretés reste piégée dans le métal. Donc on peut les analyser, on les emmène au laboratoire, on prépare les échantillons, et avec un certain nombre de méthodes d'analyse physico-chimique, on peut déterminer le petit cortège d'éléments qui sont des véritables capsules d'information, des empreintes digitales que l'on va comparer à celles des minerais que les archéologues ont trouvés sur les lieux de production du métal. D'accord. Alors ça, on l'a réalisé. Ouais. Vous nous faites durer le suspense. On a envie de savoir vraiment ce que vous avez réussi à découvrir. Alors, du coup, on l'a appliqué. Alors, ça permet de comparer les objets entre eux, d'une part, mais également, c'est ce qu'on a fait à Notre-Dame, de comparer différentes parties de l'objet. Et on s'est rendu compte que ces agrafes, elles avaient différentes sources de provenance, mais qu'en plus, au sein d'une même agrafe, on avait des bouts de métal d'origine différente. Alors ça pose évidemment plein de questions. Alors on est en train actuellement de les comparer à nos bases de données pour savoir d'où provenait ce métal. Je peux pas encore vous donner la réponse, mais déjà on a cet élément très intéressant qui est que chaque agrafe est composée de différentes sous-parties d'origine différente. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de recyclage des matériaux. Alors on mélange plusieurs matériaux pour fabriquer à nouveau du fer? Oui, alors tout à fait. C'est vraiment, ça vous donne un exemple de comment l'analyse physico-chimique de la matière permet de comprendre les gestes des artisans. Et là, effectivement, une des explications qui vient, c'est que en fait, on avait recyclé différents matériaux pour les assembler pour réaliser ces agrafes. D'accord. Donc un geste de recyclage. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel à l'époque de la construction de Notre-Dame, ou c'est quelque chose qu'on voit fréquemment sur d'autres édifices? Alors justement, on a monté un groupe de recherche qui s'intéresse justement à ce geste du remploi et de recyclage dans les matériaux de l'architecture, alors de l'Antiquité jusqu'à la période moderne, en passant par les cathédrales. Et là, ce qui est intéressant, alors on étudie, c'est un groupe de recherche interdisciplinaire, on étudie à la fois les sources écrites quand elles sont disponibles, mais également on applique les méthodes scientifiques de datation ou de caractérisation des matériaux. Et on se rend compte de plus en plus que le recyclage, le remploi des matériaux, c'est une source parmi d'autres, c'est vraiment considéré sur le même plan que d'autres sources de matériaux neufs, et ce jusqu'au 19e siècle, et notamment à la période des cathédrales. Quand un matériau de remploi se présente, eh bien, il semble qu'il soit aussi important que le matériau neuf. Donc ça, c'est évidemment des résultats qui éclairent un peu, par contraste, par comparaison, ce qu'on peut vivre dans nos sociétés actuelles. D'accord. Alors,
Une dernière question pour conclure. Comment toutes ces connaissances qu'on accumule au cours de ce chantier pourraient nous aider à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Alors, ce sont à la fois des connaissances qu'on accumule pour la restauration de Notre-Dame de Paris, mais également des méthodologies qu'on met en place pour pour d'autres futurs monuments. Alors, il y a déjà tous les aspects diagnostiques de l'état des matériaux, si on veut les remployer, est-ce qu'on peut les remployer ou non. Il y a les études sur leur comportement mécanique. Je voudrais revenir sur la numérisation 3D. Toute la cathédrale a été numérisée par drone laser avant l'incendie, et on continue de la numériser régulièrement, d'en numériser les différentes parties actuellement. Ouais. Et ceci permet de déployer des modèles sur l'acoustique de la cathédrale, par exemple, que sera l'acoustique de l'orgue dans la nouvelle cathédrale, mais également sur la structure et l'évolution de ces structures. Et en fait, on va également réaliser ce qu'on va appeler un double numérique de la cathédrale, où on va injecter l'ensemble de nos connaissances qui pourront être redéployées et reconsultées dans les années futures autour de ce monument. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant. C'est aussi la première fois qu'on a un chantier aussi interdisciplinaire, scientifique interdisciplinaire, autour d'un monument. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Philippe Dillmann de nous avoir livré les quelques secrets de la cathédrale. Et je vous propose de retrouver Fred au plateau. Oui, merci beaucoup Philippe Dillmann. Moi je vous voyais, Guillaume Thibault, réagir un peu, hocher de la tête comme ça quand vous écoutiez Philippe, parce que vous aussi, alors explorer le passé, aujourd'hui il faut des équipes pluridisciplinaires. C'est ce que vous aviez vous aussi. Oui, c'est un magnifique travail, effectivement. Et la numérisation de Notre-Dame, c'est quelque chose qui est à la pointe, hein, parce qu'elle a été numérisée avant, par chance. Et aussi, évidemment, maintenant, elle sert à regarder sous tous les angles les interventions qui vont avoir lieu. C'est extrêmement proche. En fait, en France, il y a une tradition de numérisation laser. Il y a des grands donneurs d'ordre, SNCF, EDF, l'État, le ministère, parce que historiquement, les relevés laser ont été inventés en France dans les années 90. D'accord. Moi, j'ai vu ça. C'était mon premier poste. Et après, ça s'est diffusé. Et des équipes, il y a d'excellentes équipes en France qui sont mobilisées sur ces chantiers. C'est pas connu, mais c'est français. D'accord. En tout cas, on voit le résultat toujours. Des très belles images. En tout cas. Et après, le pluridisciplinaire, c'est effectivement fascinant parce qu'on n'est pas dans sa spécialité. On va à la conjugaison des différents savoirs et des interrelations entre différents savoirs. Et c'est ça ce qui fait qu'on a un regard nouveau et pertinent, quoi. Ouais. Zouer, est-ce que les archéologues utilisent la géodésie ? Bien sûr, les archéologues ont besoin de levées topographiques sur les sites archéologiques pour repérer les points qui tombent des édifices anciens, etc. Et donc pour retrouver le repérage de leur site, ils ont besoin de la géodésie, ils ont besoin de la topographie aussi. De cette précision. Alors, pour résumer, on va essayer de bien comprendre, on prendra l'exemple du climat, mais on va essayer de bien comprendre la géodésie. On peut dire que c'est la science qui permet de mesurer la Terre ? Oui, c'est la science qui permet de mesurer la Terre, mais au-delà de ça, elle permet de quantifier les changements de son orientation dans l'espace, de sa forme. Parce qu'elle bouge toujours, la Terre, elle évolue en permanence. Elle évolue en permanence. On a besoin de quantifier ces mouvements-là pour rendre compte de ce qui se passe sur notre planète. D'accord. Concrètement, puisqu'on va parler de l'évolution du climat, on a choisi ça, et c'est très important pour avoir le rôle de la géodésie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle permet d'aider à mesurer comme variation ? Alors, avant de cela, la géodésie fournit la référence. La référence terrestre, c'est-à-dire le repère de référence qui permet de calibrer les mesures, qui permet de calibrer les satellites de navigation qui nous permettent de se positionner sur la surface de la Terre. Donc pour cela, on a besoin d'un référentiel terrestre. Et il faut savoir qu'on peut avoir une infinité de références terrestres. Mais vous allez très vite. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple. En fait, pour le climat, on a des satellites qui mesurent au millimètre près l'évolution du niveau de la mer. Oui. Et donc, pour que ces satellites fonctionnent bien, ils ont besoin de la géodésie. Ils ont besoin de la géodésie. Et là, vous venez de me dire, et vous êtes le monsieur au niveau international qui fixait alors comment vous appelez, le référentiel terrestre. Oui. Alors vous n'êtes pas tout seul, hein, bien non, sûr. Non, vous n'êtes pas tout seul. Mais vous faites ce travail pour faire que ce référentiel terrestre qui est un point de repère international pour tout le monde. Alors comment on fait ?
comment on fait D'abord, je voudrais rendre hommage à mon équipe autour de moi parce que c'est un travail d'équipe. Comment faire? On collecte des résultats d'observation, des mesures faites par 4 techniques différentes. Alors, on va voir une image, il y a Oui. des stations partout, je pense. Voilà, Voilà. ça c'est Donc, la première image. Ça, c'est toutes les stations au sol. En fait, ça vous donne la répartition du réseau d'observatoires géodésiques des 4 techniques principales qu'on utilise dans la construction du référentiel terrestre. D'accord. Pour bien comprendre, toutes ces stations communiquent avec des satellites spécialement dédiés à la géodésie. Il y a 3 techniques satellitaires. On peut les revoir tout à l'heure. On peut aussi donner un bref, disons, description et principe de ces techniques-là. Mais il y a une 3e technique qui va aussi faire appel, disons, au signal qui est reçu par des antennes au sol, mais qui proviennent de radiosources extragalactiques. D'accord. Alors ça, c'est pour les techniques avec les satellites. Mais ce qui se complique un peu, on va voir une image, c'est que notre Terre, on le disait tout à l'heure, elle bouge. Elle bouge, justement. Donc d'abord, l'image l'image d'avant, on fournit les positions, les coordonnées de ces points-là à une époque de référence. Mais comme tout bouge, il faut aussi fournir la vitesse de déplacement de ces stations, de ces observatoires. Et ce que vous voyez sur cette image-là, c'est les flèches rouges qui indiquent la vitesse de chacune de ces stations. Et on peut avoir une vitesse qui est due à la tectonique des plaques. Vous voyez en orange les frontières des plaques. Et donc, chaque vecteur va, en quelque sorte, donner la vitesse de déplacement annuelle de ces stations. Elle bouge de combien à peu près à cause de la tectonique, justement? À cause de la tectonique, maximum 10 cm par an. Ah, quand même. Oui. C'est énorme, ça fausse les données pour vous? C'est pas que ça fausse les données, il faut qu'on modélise ça et qu'on donne cette information qui est essentielle pour après, en fait, utiliser cette référence comme référence standard dans les applications scientifiques en sciences de la Terre. D'accord. Alors, on va voir une image d'ailleurs d'un observatoire, enfin d'une station plus exactement au sol. C'est celle, je crois, qui est en Australie. En Australie, voilà. Donc, j'ai eu la chance de visiter cet observatoire il y a 5 ans. Donc, vous voyez sur cette image, par exemple, on commence par la technique GNSS. Vous avez les appellations IR1 et IR2. C'est des antennes GNSS. GNSS, c'est les systèmes de navigation globaux qui nous permettent de se positionner sur la surface de la Terre, dont le principe est de déterminer la distance entre le récepteur et les satellites en orbite. Il faut au moins 3 satellites pour pouvoir intersecter les positions et avoir une position précise, mais il faut aussi un 4e satellite pour synchroniser le temps. D'accord. Donc ça, c'est la technique GNSS. Ensuite, vous avez la technique SLR. Vous voyez le télescope vaguement sur cette image-là. C'est la technique de télémétrie laser qui consiste à déterminer le temps de trajet aller-retour entre ce télescope et un satellite muni de réflecteurs. Donc le trajet aller-retour, parce que le signal va revenir vers la station et va être reçu par un récepteur à côté de l'émetteur. On mesure le temps d'aller-retour. On mesure le temps d'aller-retour et donc on détermine justement la position, mais l'orbite du satellite. Alors il y a la technique DORIS, qui est une technique française, développée par le CNES conjointement avec l'IGN, qui consiste aussi à mesurer la distance entre chaque satellite muni d'un récepteur DORIS. Donc c'est un système ascendant, c'est les balises qui émettent le signal vers le récepteur à bord du satellite. Et ensuite, ces mesures-là sont collectées à bord du satellite et renvoyées sur une balise maîtresse qui se trouve à Toulouse et ensuite traitée pour calculer l'orbite du satellite et la localisation sur Terre. Bah oui, parce que c'est compliqué. Là, vous nous expliquez très bien toutes les techniques. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les stations au sol, elles bougent à cause de la tectonique des plaques. Et les satellites, ils dévient un peu de leur orbite aussi. Donc, eux aussi, ils bougent. Oui, eux aussi, ils bougent. Mais la géodésie a comme rôle essentiel, c'est de déterminer l'orbite de la manière la plus précise possible. Et notamment les satellites qui sont dédiés à l'étude de la surface océanique, le niveau marin, sont munis de radars altimétriques qui va scanner le niveau des mers. On va voir peut-être une image, je ne sais pas si c'est voilà, par exemple, vous avez ici le satellite
Jason Jason 2, 2. qui est équipé de réflecteurs laser vers une station laser, mais qui est aussi équipé d'un récepteur DORIS vers la station DORIS. D'accord. Donc cette orbite doit être calculée de manière la plus précise possible via ces stations DORIS et laser, et notamment aussi GNSS, parce qu'il a aussi à son bord un récepteur GPS. D'accord. Donc on va déterminer cette orbite-là, mais on va exprimer, rattacher, calibrer cette orbite dans le référentiel international dont on a la responsabilité dans mon équipe à l'IGN et à l'IPGP. Donc c'est une responsabilité assez importante parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que cette référence est utilisée, comme vous voyez, dans les applications scientifiques de haute précision et notamment la surveillance du niveau de la mer. Merci pour ces explications. On va continuer de parler de la géodésie, mais la conclusion, puisqu'on a décidé de prendre l'exemple du niveau de la mer, c'est que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme chiffre sur la hausse du niveau des mers? Bien, la tendance que les océanographes et les experts dans ce domaine donnent, c'est une variation de 3,3 mm par an, avec une précision de 0,4 mm par an. Alors vous vous rendez compte, le chiffre 3,3, c'est quelque chose de tout petit, mais qui est essentiel pour comprendre la dynamique des océans et la montée des mers, qui peut aussi avoir des conséquences dramatiques sur inondations, etc., dans les terres émergées et tout ça. Bien sûr, c'est fondamental. 3,3 mm par an pour les océans. En plus, vous mesurez des variations locales. Oui, bien sûr, parce que ça varie selon les latitudes. Donc, en haute latitude, que ce soit latitude nord ou latitude sud, ça peut être la variation spatio-temporelle du niveau des mers peut varier. Mais en moyenne, c'est 3,3 mm par an. Mais pour cela, on a besoin d'une orbite assez précise et on a besoin... Assez précise. Très précise. La plus précise possible. Mais aussi le référentiel dans lequel on va calibrer toutes ces mesures-là. C'est fondamental. Et vous, en tant que président de l'association géodésique internationale, vous dites aujourd'hui, il nous faut des beaux outils, il faut qu'on travaille le mieux possible, on est de plus en plus important. Il faut surtout faire des observations en continu. C'est-à-dire, elles ne sont pas faites en continu? Elles sont faites en continu, mais il y a le réseau qui se dégrade. On a des instruments qui sont maintenant vieille génération, il faut les renouveler. Et donc, on fait appel aux instituts géographiques au niveau mondial, on fait appel aux États membres des Nations Unies pour investir en géodésie, continuer à investir parce que la géodésie est fondamentale, comme on l'a vu, et j'espère on a démontré l'importance de la géodésie et du référentiel international. Mais les Nations Unies vous suivent, vous? Oui, tout à fait. J'ai encore une autre casquette, c'est qu'avec mes collègues au niveau international, on est allé plaider notre cause aux Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution sur l'importance de la géodésie, mais aussi sur l'importance du repère géodésique mondial pour le développement durable. Donc ça montre bien l'intérêt que les États membres ont pour la géodésie, mais on leur demande quand même de continuer leur investissement pour pérenniser le réseau géodésique et pour pérenniser le référentiel international. Et une dernière chose, il y a un grand rêve, c'est une station spatiale géodésique. Oui. Alors, notre rêve, c'est d'avoir en fait une station dans l'espace, c'est-à-dire une plateforme satellitaire. À bord de cette plateforme, on mettrait les 4 instruments des 4 techniques qu'on utilise pour construire le repère international. Et en fait, cette station aurait comme intérêt, c'est qu'elle va être indépendante de ce qui se passe sur la surface de la Terre. Elle peut être une référence, elle peut aussi nous aider à calibrer les instruments qui commencent à avoir de la vieillesse, comme les êtres humains. Ah bon, on vous souhaite d'avoir cette station, on va continuer d'en parler, mais on va d'abord retourner visiter le passé, attention quand même de façon virtuelle, et pour cela, on va rejoindre nos invités à Rennes sur le campus. C'est parti, le campus Beaulieu. Bonjour Théophane Nicolas, bonjour Anatole Lécuyer, bonjour à tous les deux. Alors Anatole, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA et Théophane, vous êtes archéologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive.
Et tous les deux, vous allez nous expliquer comment réaliser des fouilles virtuelles grâce aux outils numériques dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Introspect. Alors, tout d'abord, Théophane, expliquez-nous d'où vient l'idée d'allier finalement l'archéologie à la réalité virtuelle. Et ben, comme souvent en recherche, c'est avant tout la rencontre entre deux chercheurs, hein, donc un archéologue et puis un informaticien. Et dans nos échanges amicaux, on a vu qu'on avait des points communs dans nos problématiques de recherche et du coup, on a eu envie de les combiner. Et après quelques petits jets, en fait, on a pu déposer ce gros projet international Introspect. D'accord, donc ça commence avec une rencontre humaine avant d'aller vers plutôt du virtuel. Alors, Anatole, on entend souvent parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Avant de poursuivre, j'aimerais bien qu'on fasse un point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Oui, eh bien, la réalité virtuelle, c'est une discipline scientifique, c'est une expérience sensorielle et psychologique, et c'est aussi des technologies, ce sont aussi des technologies immersives qui permettent d'être plongé, d'être immergé dans un univers synthétique en 3D qui est calculé, simulé par un ordinateur. Donc on est vraiment immergé dans un monde entièrement virtuel. Un exemple de technologie, ce sont les visiocasques. Vous savez, ces casques de réalité virtuelle avec les écrans intégrés devant les yeux et qui permettent de se plonger dans des mondes virtuels. Et puis la réalité augmentée, on va plutôt utiliser par exemple des lunettes donc qui laissent passer la vision traditionnelle de son environnement réel et on va chercher à superposer des éléments virtuels dans l'environnement réel. D'accord, bah merci, on a bien compris la différence. Théophane, je reviens au projet Introspect. Est-ce que vous pourriez nous donner le principal objectif de ce projet? Le principal objectif, c'était de trouver des nouveaux usages et de développer des outils pour travailler justement dans ce que vient d'évoquer Anatole, c'est cette introspection numérique et interactive. Et l'idée du projet était vraiment de combiner de l'imagerie médicale, donc qui permettrait de voir à l'intérieur d'objets, et de combiner cette imagerie avec des technologies de visualisation 3D, donc en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, et même en réalité mixte. D'accord. Mais alors, j'imagine que la boîte à outils de l'archéologue est déjà bien remplie. On utilise déjà, par exemple, le scanner pour regarder à l'intérieur de reliques ou d'objets. Alors, quel est l'intérêt finalement d'utiliser la fouille virtuelle? Alors, la fouille virtuelle, c'est un terme un peu générique. Là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir avec l'imagerie médicale, visualiser ce qu'il y a à l'intérieur d'objets composites ou complexes et de faire la fouille avant la fouille réelle ou alors de pouvoir justement, l'acte de fouille en tant que tel est destructif par nature pour essayer de documenter un objet. On peut être amené à le détruire au moins partiellement. Et là, l'imagerie numérique et la 3D permet d'avoir une sauvegarde virtuelle en 3 dimensions de cet objet ou de ce contexte et de pouvoir l'étudier a posteriori ou de revenir sur certains éléments qui auraient pu nous échapper lors de la fouille. D'accord. Alors, on va prendre un exemple, hein, puisque vous avez appliqué finalement ces outils numériques à un cas concret. C'était donc sur une momie de chat qui fait partie de la collection sur l'Égypte au musée des Beaux-Arts de Rennes. Quelles sont, dans un premier temps, Théophane, les étapes pour passer finalement de cet objet, cette relique, à quelque chose de virtuel? Alors, avant tout, c'est une question d'acquisition. On l'a évoqué pour les sujets précédents. Donc là, on utilise de l'imagerie médicale, en l'occurrence un tomodensitométre, qui nous permet de visualiser les différents matériaux qui composent cette momie. Et à partir des données numériques obtenues lors de cette acquisition, on va pouvoir générer des modèles 3D. Ouais. Donc, générer par exemple le modèle 3D des os, ou des bandelettes. Dans la momie de chat, il y a également une pelote de laine qui se situe à l'intérieur du crâne. Et du coup, ces modèles 3D ensuite peuvent être manipulés et on peut interagir avec eux en réalité virtuelle ou augmentée.
D'accord. Et alors, expliquez-nous concrètement, qu'est-ce que ça vous a permis d'étudier? Donc, vous avez pu aller étudier, regarder les os qui étaient à l'intérieur, les bandelettes, c'est ça? Mais quelles informations, après, on peut recueillir sur ces os, à partir de ces os, à partir de ces bandelettes? Alors, l'intérêt majeur déjà de la technologie, c'est qu'on peut accéder à de l'information avant même d'intervenir physiquement sur la momie. Donc, on acquiert de l'information sans toucher l'intégrité de cette momie. Et alors là, l'intérêt majeur dans le cadre de cette momie, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas affaire à un chat à l'intérieur tel qu'on pourrait être amené à le croire en première intention, mais plutôt la combinaison, l'association de divers fragments de membres de petits félins qui composent la masse la masse inférieure de la momie, donc essentiellement des pattes. Ouais. Et on a une pelote de fil qui, lui, compose la masse du crâne. Et les informations sont suffisamment pertinentes pour qu'on puisse caractériser les ossements. Donc on sait qu'on est plutôt face à des petits félins. On sait que ils ont été, ce sont des membres qui ont été arrachés sur des squelettes qui étaient déjà desséchés. On arrive comme ça à reconstituer la chaîne opératoire de la constitution de cette momie. D'accord. Et alors, sur cette momie en particulier, vous avez utilisé donc plutôt la réalité virtuelle ou la réalité augmentée ou les deux? Alors en fait, sur ce cas d'usage, on a fait quasiment toutes les techniques que l'on pouvait générer à partir de ces modèles 3D. On a réalisé une impression 3D à l'échelle 1 de la momie, donc une impression en transparence, et dans laquelle on accède visuellement et de manière tangible aux os qui vont être représentés en fausse couleur et à cette pelote de ficelle. On a également fait de la réalité augmentée. On en a vu rapidement passer une image où on arrive à visualiser sur un casque comme ça que l'on place sur le visage. En observant la momie, on accède aux informations qui sont contenues, et on a fait de la réalité virtuelle également. D'accord. Anatole, ces technologies sont encore loin d'être totalement au point. Quels sont les verrous scientifiques ou les défis qui restent encore à relever? Eh bien, concernant ces deux technologies, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui partagent un socle technologique très fort, c'est vrai que on en trouve aujourd'hui dans des magasins d'électronique, c'est disponible dès maintenant pour le grand public, mais nous, les chercheurs, et dans les laboratoires, et les industriels ont encore beaucoup de pain sur la planche, parce que d'abord le matériel, les casques par exemple, sont encore loin d'être parfaits en termes de résolution, en termes de champ de vision. Il reste encore beaucoup de chemin pour avoir une vision qui soit plus proche de notre vision réelle. Et puis le logiciel, pour simuler, modéliser, animer ces mondes virtuels et les personnages qui les composent. Aujourd'hui, on est encore loin d'avoir une image et une qualité d'animation dans les personnages notamment qui soit suffisamment réaliste. Et puis, il se pose des questions en termes de perception aussi, parce qu'on observe des phénomènes perceptifs un peu étranges en réalité virtuelle. On peut aussi observer du cybermalaise, ce mal des simulateurs qu'on peut ressentir en réalité virtuelle. Et donc il faut comprendre d'où ça vient et proposer des techniques et des technologies qui permettent encore d'améliorer et de répondre à ces problèmes perceptifs et à ces problèmes cognitifs aussi qu'on observe en réalité virtuelle. Donc la tâche est encore ample, il y a encore beaucoup de travail scientifique pour tous les chercheurs et les industriels du domaine. D'accord. Dernière question pour conclure très rapidement, Anatole. Je reviens au côté plus humain du coup. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec des archéologues? Ah bah c'est très riche à chaque fois. En fait, ce qui est super, c'est qu'on est
tous les deux, enfin tous ceux qui étudient les technologies et ceux qui travaillent en archéologie, on partage cette même passion de la recherche. Alors dans un cas, on fouille le passé, et puis dans l'autre cas, on fouille le futur. Et en fait, le dialogue s'opère en fait très facilement. On se rend compte qu'on parle pas toujours le même langage, mais on partage la même passion. Et puis avec cette passion, on a envie de repousser dans nos deux disciplines les limites. Et ça nous amène parfois à faire des découvertes de part et d'autre que nous n'aurions pas faites sans ce dialogue et sans cet échange pluridisciplinaire. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Anatole, merci Nicolas. Et je vous propose de retrouver Fred en plateau. Oui, merci beaucoup. Toujours des histoires scientifiques, des histoires qui nous font avancer dans la connaissance et des histoires humaines, ça c'est quand même vraiment bien. On va en parler encore avec Guillaume Thibault. Je rappelle que vous êtes chercheur à la R&D, comme on dit, d'EDF. Et vous aussi, vous allez nous raconter une belle aventure de collaboration scientifique avec des archéologues. Et votre équipe d'ailleurs, enfin votre équipe, vous étiez combien vous? Sur le projet de la grotte Chauvet, nous étions 2 d'EDF. D'accord. Ensuite, il y avait 2 personnes du CNRS et puis 2 archéologues également et 2 géomorphologues qui sont les spécialistes des milieux souterrains. Bon, alors on va raconter toute cette histoire. Ça concerne la grotte Chauvet. Il faut peut-être remettre les choses un petit peu dans le contexte. Donc cette magnifique grotte qui se trouve à Vallon-Pont d'Arc, voilà, c'est en Ardèche, et qui a été découverte en 1994. Et alors, il paraît qu'elle recèle les plus belles œuvres pariétales, très très anciennes. C'est-à-dire qu'elle est d'une dimension colossale, hein. Elle est vraiment gigantesque, avec un bestiaire extrêmement varié, une datation de 36 000 ans avant le présent, c'est-à-dire 2 fois plus ancienne que Lascaux. Ouais. Et puis des témoignages au sol, peut-être même des traces d'adolescents. Enfin, c'est 14 espèces différentes. Oui, et puis des espèces qui étaient assez rares jusqu'à présent. Lions, rhinocéros, ours, mammouth, enfin des espèces incroyables, des dessins d'une beauté extraordinaire. Alors la question de départ qui était posée, l'intrigue, mais elle est un peu plus large que ça, vous allez nous en dire plus, je vais la résumer. C'était comment, il y a 36 000 ans, un homo sapiens muni d'une torche, finalement, pouvait-il percevoir ces dessins? C'est ça l'intrigue au départ, oui, un peu plus large? Oui, le ministère de la Culture est venu avec une question qui est non pas de déterminer la position des œuvres, ça... La topographie laser, les archéologues sont extrêmement dotés de moyens pour le faire. C'est la question depuis quel endroit peut-on voir, percevoir avec une torche ces œuvres, une œuvre, 2 œuvres, 3 œuvres dans la cavité. Et ça, c'est une question qui n'avait pas été pour le moment proprement adressée. Et savoir éventuellement aussi, peut-être même surtout, s'il y a une scénographie, s'il y a une cohérence. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que y a-t-il un dispositif plutôt prévu pour une audience avec un collectif, ou des dispositifs pour 1 ou 2 individus? Y a-t-il des relations entre des zones de visibilité et d'autres, ou pas? Sur une cavité qui est distribuée sur plus d'1 kilomètre de long, c'est vraiment l'exemple parfait pour essayer de traiter la question, quoi. Alors, pour bien comprendre cette collaboration, c'est là que vous intervenez, vous, avec finalement toutes vos connaissances, tout le travail que vous faites là-bas, parce que vous disposez notamment d'un logiciel qui vous permet de faire du calcul de visibilité dans les centrales nucléaires, c'est ça? Oui, le point de départ, quand EDF met à disposition des compétences et des moyens dans le cadre de la Fondation, c'est d'apporter quelque chose qu'on connaît bien pour une question qui est ouverte, vraiment une question de recherche, et de partager nos connaissances et de les croiser. Et effectivement, on développe avec mes collègues une sorte de Google Maps pour se repérer dans les centrales, préparer les interventions avec toute la sérénité. Quand vous pouvez préparer à l'avance, oui, parce qu'on ne rentre pas comme ça dans une centrale en permanence, donc il faut travailler en virtuel. Voilà, et le virtuel, vous avez du temps, vous choisissez votre scénario. Donc on a des techniques qui nous permettent de savoir par où on peut passer, les endroits où il y a des obstacles. Et dans une cavité, quand une grotte qui a été numérisée, comme Notre-Dame, comme les centrales et comme beaucoup de choses en France, eh bien, on va déterminer tous les endroits où un individu, un sapiens, d'il y a 36 000 ans, peut se tenir droit
ou un jeune, un adolescent, Mhm. ou un individu peut être accroupi, parce que des fois les parois Oui. ne permettent pas d'être en tenue debout. Oui. Donc tout ça, on peut le calculer. Nous. Et Comme la ensuite, position visite- d'un homme qui a travaillé éventuellement voilà, dans un univers industriel ou quelque chose comme ça. quoi. Absolument. On est à peu près dans le même cas de figure. Numériquement, c'est le même problème. C'est le même problème. Donc le défi, je le rappelle au départ, c'est d'essayer de savoir comment on peut percevoir dans le noir, ou du moins avec juste une torche, ces dessins. Ah, évidemment, pas question de travailler dans la vraie grotte. Alors ça, vaut mieux pas essayer, parce que sinon ça perturbe les datations carbone, et il y a une énorme thématique sur la datation de la grotte. Donc, interdiction absolue, donc pas possible. Non, mais il y a quand même une réplique. Il y a Chauvet 2. Oui, mais cette réplique représente très fidèlement, grâce au relevé laser, des sections de la grotte, mais pas toutes les tous les passages. Donc, D'accord. en fait, c'est une sorte de compression puzzle. D'accord. Alors, bon, donc il Ça faut quand convient pas. même. Puis non, ça, c'est pas expérimentable, non. Alors, qu'est-ce que vous faites à partir de là? Eh bien, effectivement, avec, comme l'a dit Anatole Lécuyer un instant, avec une démarche de cognition, des sciences de la cognition, Ouais. on était dans la même équipe, D'accord. Anatole et moi, et avec un collègue, Jacques Droulez, on a mené une expérience, pas dans une grotte, dans une carrière totalement sombre, Ouais. et on a un peu décortiqué ce que c'est que de percevoir une œuvre avec une torche à la main. Ouais, on voit les images là d'ailleurs. Donc voilà. Mais vous avez reproduit, vous avez Alors, fait des effectivement. facsimilés? Effectivement, là, ce que vous voyez, ce petit rhinocéros a été fait par Gilles Tozello, qui a contribué largement à la réplique. Donc, Mhm. c'est extrêmement bien répliqué un dessin, un rhinocéros de Chauvet. Donc, Vous en reproduisez combien comme ça? 6, 2 grands. Il y a 3 techniques qui ont été étudiées, et à chaque fois, on a fait petit et grand, pour essayer d'avoir une variation. D'accord. Et pourquoi des sciences cognitives? Eh bien, parce qu'on doit déterminer un seuil de perception. À quelle distance je perçois qu'il y a quelque chose sur la paroi qui n'est pas la paroi, mais qui est un dessin. À quelle distance je vois les détails. C'est complètement un phénomène à soi. Oui, oui. C'est de la perception. C'est de la D'accord. psychologie cognitive. C'est le cerveau qui dit, qui mémorise, qui détecte. Ça, c'est de la cognition. Simplement, la très 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 grande surprise qu'on a eue en faisant cette expérience, c'est qu'on s'est rendu compte que percevoir des détails et percevoir toute l'œuvre, c'est extrêmement abrupt. Vous avancez dans le noir, vous Ouais. ne voyez rien. D'un seul coup, vous commencez à voir. Vous faites un pas en arrière, vous ne voyez plus. Vous réavancez, vous revoyez. C'est un seuil à pic. Vous ne s'attendez pas du tout à ça. C'est D'accord. très net, très 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 net. Je vous encourage à faire des expériences de ce type-là. Après, vous avancez un petit peu et là, vous dites, est-ce que je vois tous les détails? Oui. Vous reculez un tout petit peu, vous ne voyez plus tous les détails. C'est D'accord. impressionnant. D'accord. Et en fait, cette expérience toute simple a permis d'établir 2 seuils qui sont psychologiques et qui sont pourtant très très bien documentés et qui sont, et c'est ça notre contribution, associés à la distance, bien sûr, Ouais. mais à la taille de l'œuvre, D'accord. à sa technique, Uh-huh. c'est-à-dire est-elle très contrastée D'accord. sur la paroi D'accord. et après sur l'angle sous lequel vous la regardez. D'accord. Et c'est tout. Et oui, c'est tout. À partir de ça, vous avez réussi à faire. Comment vous appelez ça? Vous appelez ça des cartes de visibilité? Alors, ce qu'on a pu faire, Non. c'est on a fait un modèle mathématique avec des probabilités, un joli modèle, et on a appliqué ce modèle de calcul à la copie numérique de la grotte Chauvet. D'accord. En tout endroit du sol où un individu peut se tenir, on a fait ce calcul de visibilité. D'accord. Pour voir si on pouvait éventuellement associer des. Voilà, donc sur les points, vous voyez, en chacun des points, tous les 50 cm, on a une estimation de la visibilité de chacune des 450 œuvres qu'on a traitées. D'accord. Par exemple, par espèce animale. Absolument. C'est comme ça? Oui, puisque le ministère et le CNRS avaient documenté œuvre par œuvre, où est-elle? Est-ce un bison, un cheval, un ours? Si je suis debout, si je suis Ah assis. non, ça, c'est notre calcul. Ça, c'est votre calcul Oui, à vous. oui, D'accord. Donc visibilité par œuvre, visibilité conjointe de plusieurs œuvres. oui, c'est ça. C'est visibilité par technique, Oui. les rouges, les noirs, les gravés, les uns à côté des autres. Visibilité par espèce animale, c'est-à-dire que si vous avez à étudier les félins, où sont-ils? D'où sont-ils visibles? Si vous étudiez les chevaux,
idem. Et après, si vous voulez étudier la coprésence des deux, le fait que vous puissiez observer les deux, y a-t-il des endroits où vous observez les deux? C'est ce qu'on voit sur cette carte. Exactement. Il y en a. D'accord. Il y a des En revanche, endroits. pour les ours, Ouais. c'est très disjoint. C'est-à-dire qu'on C'est en voit pas. exclusif. On voit une gravure, mais pas les autres. Quand on voit un ours, on ne voit pas les autres félins. D'accord. Alors ça, c'est le Alors- début d'une interprétation. On décompose le problème. D'accord, c'est étonnant. Alors bon, évidemment, tout ce travail, c'est un travail d'équipe, et puis vous n'avez pas tout à fait, vous n'avez pas les résultats pour le moment, mais est-ce qu'il y a une petite intuition qui dit qu'il pourrait y avoir une scénographie? Ce qu'on observe quand même, en regardant bien les chiffres, en regardant bien les cartographies, c'est qu'il y a des groupes d'œuvres qui sont visibles depuis certains endroits. Et vous pouvez apercevoir un autre groupe qui peut s'enchaîner. On peut avoir comme ça l'idée qu'il y avait des enchaînements. Ce n'est pas prouvé, D'accord. mais il y avait comme ça des visibilités à longue portée. L'étude scientifique est en cours? Oui, l'étude est en cours, les publications sont en cours. Ouais. C'est quand même, c'est la première fois quand même qu'il y a un travail aussi pluridisciplinaire avec sciences cognitives, topographie, numérique, archéologie, bien sûr. C'est D'accord. un petit peu une première. Hein. Dernière chose, vous, en retour par rapport à votre travail, je dirais à EDF, ça vous a apporté aussi quelque chose, peut-être pas pour faire évoluer les outils que vous avez mis au point? Oui, ouais, c'est vraiment un dialogue. C'est-à-dire que Ouais. là, on a été poussé, mes collègues, enfin mon collègue Jean-François et puis toute l'équipe, on a été très loin. Hein. On ne pensait pas aller aussi loin. Et finalement, quand on se retourne, on se dit, finalement, on peut revenir sur nos thématiques industrielles ou élémentaires avec en n'ayant pas peur d'attaquer des problèmes qui sont quand même massifs. Hein. Là, on a des données massives. Ouais. Les nôtres sont... Mais allons-y. Bon, très belle histoire. Voilà, vous savez que le thème de la fête de la science, c'est Eureka, l'émotion de la découverte. Eh bien, on va retrouver tout de suite la séquence d'Élodie. Alors, je ne suis pas sûr que la transition soit facile à assumer, Élodie. Alors effectivement, la transition est un peu abrupte, mais je l'assume. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une recherche pour le moins surprenante, et je pense que je vais probablement vous dégoûter un petit peu au passage. Alors, il existe un récit d'un vieil homme inuit qui avait refusé de s'installer dans une colonie. Malgré les objections de sa famille, il avait décidé de rester seul sur la glace. Ils sont même allés jusqu'au point de lui enlever ses outils pour essayer de le décider. Ça n'a rien changé. Et apparemment, au milieu d'un coup de vent hivernal, il aurait déféqué et aiguisé ses excréments en une lame coupante. Avec le couteau, il aurait tué un chien et ensuite il aurait utilisé sa cage thoracique et sa peau pour atteler un autre chien et s'enfuir. Cette histoire a apparemment pas mal circulé dans des livres, des documentaires et sur des sites internet. Ce n'était pas la première fois qu'on rapportait l'utilisation d'excréments pour la création d'outils, mais une équipe d'archéologues et d'anthropologues se sont demandé s'il était vraiment possible de construire des couteaux coupants à l'aide d'excréments, des couteaux de caca en fait. Et ils ont testé ça en labo. Et on a des images. Alors, ils ont tout d'abord moulé les couteaux, donc soit dans des moules en céramique, soit à la main. Et ensuite, ils ont affûté ces couteaux gelés. Ils ont ensuite testé le pouvoir coupant de ces couteaux sur des morceaux de peau et de muscles. Et ils en ont conclu que dans les conditions testées, donc par moins 50 degrés, cela ne marchait pas et que cette histoire était probablement inventée. Et oui, c'est un peu ça aussi, explorer le passé. Le travail d'anthropologue, ça peut être parfois de rechercher activement des histoires et des légendes urbaines non étayées et d'essayer de les tester pour voir et pour s'assurer que tous les récits qui suivront seront scientifiquement aussi solides que possible. Exactement, la science s'intéresse à tous les domaines. Nous ne commenterons pas plus, mais moi j'aimerais bien avoir quand même, est-ce que vous avez eu un moment d'émotion particulièrement forte, un moment Eureka?
Si vous me parlez à moi, Oui. oui, j'ai un Eureka à Joueur. raconter, c'est que avec les données qu'on traite pour réaliser le référentiel international dont on a la responsabilité, on est capable Oui. de mesurer la taille de la Terre, c'est-à-dire son rayon moyen, si vous voulez, Oui. à quelques millimètres près. Oui. Or, depuis 15 ans, j'ai réalisé et j'ai constaté qu'il y avait un écart entre deux techniques dans l'estimation de cette taille de la Terre Oui. de 8 millimètres. Alors, mon Eureka, c'est que depuis un an ou deux, et surtout avec les données qu'on est en train d'utiliser pour la nouvelle version du repère international, eh bien, cet écart se réduit à 3 mm. Donc, on a gagné 5 mm. Attendez, si je comprends bien, il y avait deux techniques. Voilà. Il y avait La télémétrie laser sur satellite et l'interférométrie à très longue base. et vous disiez à vos collègues partout depuis 15 ans, Voilà. non, il y a un écart. Il y a un écart de 8 mm. 8 mm. 8 mm. Et vous avez dit, c'est pas possible, il faut... Il faut faire quelque chose et j'ai pointé sur le fait qu'il fallait introduire un paramètre Ouais. dans le modèle d'estimation des télémétries laser. Ça rejoint Guillaume Ouais. quand il utilise son laser dans sa grotte, Ouais. mais là on l'utilise Ouais. entre la Terre et le satellite. Ouais. Et finalement, ils ont admis qu'ils avaient omis de mettre ce paramètre dans leur modèle et maintenant qu'ils ont mis ce modèle, on arrive à réduire cet écart de 5 mm et la précision de l'estimation de la taille de la Terre via les données du référentiel international se réduit à 3 mm. Donc vous savez mesurer la Terre à 3 mm près. Oui, mais c'est... Donc le temps m'a donné raison, Impressionnant. Bah oui. et puis en plus, donné raison à notre approche, qui était aussi l'approche, je dirais, pertinente dans la réalisation du référentiel international. Voilà. Est-ce que ça vous plaît Ah bah, c'est parfait, parfait. Voilà. Guillaume, vous avez eu l'occasion d'aller dans la vraie grotte Chauvet. Oui, j'ai eu cette chance, Ouais. guidé par les membres de l'équipe. Et puis, Avant ou après Chauvet. Au milieu du projet. Ouais. Au milieu du projet, parce qu'on avait bien avancé, mais les archéologues, les géomorphologues qui travaillent dans la grotte voyaient qu'il y avait des choses qui nous échappaient pour progresser. Ils nous ont dit, là, il faut maintenant que vous y alliez. Et alors Ah bah, c'est le choc. Hein. C'est-à-dire C'est le choc, parce que c'est tellement sublime, et puis c'est tellement frais. Enfin, sur les parois, c'est des tout petits bouts de parois molles qui ont été gravés, déplacés par le doigt. Il y a des tout petits bouts qui tiennent encore. Prenez votre micro. Ah, non, il faut surtout pas y toucher toucher. la paroi, c'est interdit. Mais bien sûr, non, mais on le voit. Et ça, c'est comme si ça avait été fait hier. Ah oui. Et les gens qui ont fait ça, ils sont incroyables. Ils ont une dextérité. Ils passent d'une paroi blanche à une paroi noire. Hop, ils inversent la technique. Enfin, ça a été fait à une vitesse. Bonne émotion. Grande émotion. Ouais. Parfait, merci pour vos témoignages et vos récits. Et on va s'intéresser maintenant à la géologie. Vous savez que c'est un auxiliaire absolument indispensable pour comprendre le passé. Pour ça, nous allons nous rendre à Orléans, au BRGM. C'est le Bureau d'études géologiques et minières. C'est parti. Bonjour Caroline Prognon. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes géologue des formations de surface au BRGM, comme l'a dit Fred, et ensemble on va mener une enquête, si vous le voulez bien, pour faire parler les sédiments du sol et reconstituer les climats et les paysages du passé. Alors première chose, je voudrais qu'on s'intéresse à ce qu'on a sous nos pieds, mais sans le savoir, ce sont les formations de surface. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ? Alors oui, les formations de surface, ce sont ce qu'on va appeler des sédiments, du sable ou des calcaires par exemple, qui ont été déposés par les cours d'eau, les glaciers, le vent ou la mer. Donc ce sont les sables des rivières par exemple, les limons que l'on peut voir cultivés par exemple en Beauce. Ouais. Voilà, ce sont également tout ce qui concerne les altérations des roches que l'on connaît un peu partout, l'altération des granites ou ce genre de formation. Voilà, ce sont ça, les formations de surface. D'accord. Et est-ce qu'on en trouve un peu partout en France ? Oui, les formations de surface, on les retrouve sur une grande partie du territoire. Donc voilà, ce sont des formations dont la majorité sont plus jeunes que 3 millions d'années, ce qui est franchement récent quand on regarde l'évolution de la Terre et l'âge de la Terre. Oui, c'est ça, il faut ramener à l'âge de la Terre, parce que 3 millions d'années, Oui. c'est quand même, ça paraît quand même important.
Alors, 3 millions d'années, ça correspond à quelle période? On appelle ça le quaternaire, c'est bien ça? Tout à fait, oui. D'accord. Alors, ces formations géologiques sont en surface, comme leur nom l'indique, et donc par conséquent, elles sont au contact des activités humaines, mais aussi des variations du climat. Et donc finalement, il existe une grande diversité d'indices qu'on peut aller récolter sur le terrain. Vous allez sur le terrain vous-même? Oui, tout à fait, tout à fait. En tant que géologue et avec d'autres collègues qui font de l'archéologie, par exemple, on travaille sur le terrain, donc on se rend sur place et on va chercher, comme dans une enquête, des indices au sein des formations, au sein des sables, au sein des roches, pour pouvoir retracer les climats du passé. D'accord, alors on va s'intéresser aux formations qui sont situées à proximité d'un fleuve, la Seine en l'occurrence, Oui. et on va prendre un premier paramètre qui est finalement le sédiment lui-même. Alors on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut analyser sur ce sédiment pour le faire parler en quelque sorte? Oui, alors on peut analyser beaucoup de choses. On peut regarder par exemple la taille des grains. C'est quelque chose qui nous permet de mieux contraindre, de mieux comprendre quel est l'environnement de dépôt. Est-ce qu'on est dans un environnement plutôt calme? Est-ce qu'on est dans un environnement de dépôt plutôt agité? Par exemple, est-ce qu'on est plutôt en domaine avec la proximité de la mer? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une rivière comme on la connaît aujourd'hui avec voilà, des formations un peu plus grossières, sableuses, plus grossières. Voilà, donc on peut regarder la granulométrie. C'est un paramètre important. On peut retrouver également des figures particulières qui, nous, géologues, vont nous donner des indices sur C'est quoi que vous appelez des figures? C'est quoi que vous appelez des... Par exemple, des traces dans la roche. On peut retrouver des petites rides, des petites arêtes de poisson, ce genre de choses-là, qui nous permettent de dire, voilà, on est proche d'un estuaire, il y avait de la marée, voilà ce type d'indice. D'accord, alors on va y revenir justement sur les autres types. Bien sûr, vous prélevez des échantillons quand vous allez sur le terrain et vous les datez. Comment vous faites pour dater ces échantillons? Il existe différentes méthodes pour dater les échantillons. On connaît des méthodes comme les datations carbone 14, il en existe d'autres. On va prélever là, par exemple, certains minéraux. Ici, c'est le quartz qu'on va analyser en laboratoire pour dater les sédiments. D'accord. Et alors, je reviens à mon exemple. Autour de la Seine, on trouve des sédiments qui ont quel âge? Alors, autour de la Seine, les sédiments, ça va jusqu'à 1 million d'années, jusqu'à l'actuel. D'accord. Alors, je poursuis avec nos autres indices pour mener l'enquête. Vous commenciez à l'évoquer. On peut aller voir donc la taille des sédiments, mais on peut aussi retrouver dans les sédiments des objets, des choses qui sont prisonnières. Quels sont ces objets-là? Alors, tout à fait, on peut retrouver par exemple des fossiles. Je peux vous en montrer quelques-uns. Donc, voilà par exemple un exemple de fossiles que l'on peut retrouver dans nos sédiments. Donc, avec ces marqueurs, on va pouvoir savoir quel est l'âge de la roche. Ouais. D'autres types de marqueurs également, on peut avoir des indices et des traces d'occupation humaine. Et on peut retrouver des outils qui vont nous permettre également de dater la formation. Donc là, par exemple, j'ai un outil qui est assez ancien. Celui-ci a plus de 2 millions d'années. J'en ai encore un autre ici. Là, on a un très beau biface que l'on a retrouvé dans les sédiments et qui est daté de 400 000 ans. D'accord. Et le premier que vous nous avez montré, c'est dans les différents niveaux. D'accord. Le premier que vous nous avez montré, c'est quoi exactement? Alors ça s'appelle un shopping tool. Alors je pensais au premier, premier exemple, le coquillage. Ah, le tout premier, oui, voilà, le fossile. Oui, voilà, celui-ci. Voilà, là c'est une forme d'escargot, pour faire simple. D'accord. Alors, est-ce que c'est exceptionnel ou on trouve très fréquemment des indices comme ça, des fossiles, des silex, etc. On en trouve assez fréquemment, alors il faut chercher un petit peu quand même. Mais oui, on peut en trouver facilement, selon évidemment l'environnement, selon le lieu. Mais oui, on en retrouve. On tamise, on passe du temps, ça peut être assez complexe. Là, je vous ai montré un exemple de quelque chose d'assez gros, mais c'est souvent beaucoup plus petit. On va retrouver par exemple des dents de mammifères, ce genre de choses. D'accord, donc il faut avoir un œil affûté, avoir de l'expérience pour pouvoir les repérer. Parfois, vous retrouvez même du pollen. Alors ça, c'est plus étonnant. Sous quelle forme on retrouve le pollen?
Alors c'est vrai que c'est microscopique, donc souvent dans des niveaux qui sont très riches en matière organique, on va faire des analyses, on va aller chercher ces pollens, les regarder au microscope et on va pouvoir déterminer en particulier le climat. Hein. On a des pollens qui correspondent à des arbres qui étaient présents dans des périodes chaudes et puis d'autres plutôt des végétations, des arbres de période froide. Donc ça nous permet de savoir à quel moment du dépôt quel était l'environnement et le climat. D'accord, donc finalement c'est un faisceau d'indices que vous rassemblez et comme ça vous avez une vision de ce qu'était le climat et le paysage à l'époque. Alors dans le cas de la Seine, si on résume, que nous disent les indices et finalement quel est le climat et le paysage qu'on avait il y a 1 million d'années? Alors le climat a beaucoup évolué hein, pour la Seine, mais on a eu des périodes chaudes et des périodes froides hein, qui ont alterné, des périodes voilà, qui est ce qu'on appelle des cycles climatiques. Donc le paysage a beaucoup évolué en fonction de ça, donc avec une végétation différente, avec un environnement différent, avec également une occupation humaine différente en fonction des périodes. Dans les périodes les plus froides, les hommes reculaient, dans les périodes les plus chaudes, les hommes s'installaient proche de la Seine. D'accord. Alors aujourd'hui, il existe des cartes, des formations de surface un peu partout en France, mais en fait, ces cartes, le problème, c'est ce sont des cartes à trous. Pour quelles raisons on n'a pas comme ça une vision complète sur le territoire? Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément une vision complète sur ce territoire parce que ces formations ne sont pas étudiées depuis si longtemps que ça. C'est des formations que les géologues n'étudiaient pas forcément au départ, hein, lorsqu'on a commencé à faire des cartes géologiques, où l'intérêt de la carte géologique était plutôt à vocation minière, indices miniers, etc. Donc ces formations de surface, voilà, on ne les étudiait pas énormément, mais aujourd'hui elles sont particulièrement importantes, hein, comme on le disait au départ. Ce sont les formations sur lesquelles l'on vit. C'est les formations sur lesquelles les hommes sont aujourd'hui implantés, donc avec des enjeux particulièrement forts, des enjeux de société, des risques, par exemple, vous avez l'aménagement du territoire, les matériaux également. D'accord. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir maintenant à faire des cartes, à compléter ces cartes. Au BRGM, vous faites des cartes prédictives, c'est ça? En quoi ça consiste? Oui. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on essaye, donc on va sur le terrain bien évidemment, mais aujourd'hui on utilise différentes méthodes d'analyse, par exemple, de la morphologie de notre paysage. On croise ça avec des indices géologiques et on essaye de faire des cartes qu'on appelle effectivement des cartes prédictives pour voilà, essayer d'imaginer, de représenter ce qu'il y a sous nos pieds. D'accord, donc si je comprends bien, à partir des indices que vous trouvez dans le paysage actuel, vous arrivez à estimer, à compléter cette carte. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Très bien. Bon, un dernier mot avant de conclure. Vous êtes dans un environnement assez étonnant. Je vois qu'il y a beaucoup de silex autour de vous. Vous êtes où exactement? Alors là, je suis donc au BRGM à Orléans, hein, Service géologique national, et en tant que bon géologue, j'ai beaucoup d'échantillons derrière moi, donc de toute nature. Voilà, donc à chaque fois que je fais du terrain, je récupère ces échantillons-là, je les collectionne, hein, c'est un peu ma spécialité, et donc voilà, donc j'en ai beaucoup. D'accord. Voilà l'antre du géologue. Très bien, beaucoup de travail en perspective. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté toutes ces explications, Caroline Prognon. Et maintenant, je vous propose de poursuivre notre exploration géologique avec le prochain invité de Fred. Oui, nous allons à IFP Énergie Nouvelle à Rueil-Malmaison. Alors, évidemment, on connaît tous le mot biodiversité. En revanche, on connaît sans doute moins bien le mot géodiversité. Et pour en parler, eh bien, on va retrouver notre invité Antoine Bouzia. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes ingénieur, chercheur, géologue à IFP Énergie Nouvelle. Vous utilisez les nouvelles technologies numériques pour la géologie. Alors, dans le cadre, évidemment, de vos activités à IFP Énergie Nouvelle, vous l'utilisez tous les jours. Oui, voilà, donc il y a une partie de mes activités qui sont en lien avec les industriels qui utilisent le sous-sol, la géologie. Mais il y a une autre part de cette activité
qui est plus vis-à-vis de la société, du grand public. Et c'est dans ce cadre qu'on s'intéresse à la notion de géopatrimoine et de géodiversité et comment les technologies numériques peuvent aider à populariser ces notions. Absolument, parce qu'on va très précisément parler d'une application qui est en cours, que vous allez lancer, qui s'appelle Rocknet. Mais avant, je voulais savoir une petite chose, parce que vous dites que cette application a pour ambition de sensibiliser le grand public au patrimoine géologique et à la géodiversité. Quelle nuance vous faites entre les deux? Est-ce que vous pouvez me donner une définition? Alors, oui. Donc, ce sont deux notions qui sont apparues dans les années 1990 et qui prennent de l'importance. Donc, derrière la notion de géopatrimoine, c'est l'idée que comme le patrimoine historique permet d'avoir un accès aux événements passés, des siècles passés et des sociétés anciennes, de la même manière, le patrimoine géologique permet d'avoir accès aux événements passés mais naturels sur plusieurs millions d'années et de mieux comprendre le fonctionnement de la planète. Ça, c'est le géopatrimoine. Ouais. Et finalement, il y a une illustration de ça qui est la géodiversité. La géodiversité, c'est l'idée que la diversité des objets géologiques, donc la diversité des types de roches, la diversité des types de minéraux, également des types de sols ou de paysages, que cette géodiversité, elle a autant de valeur que la diversité des êtres vivants qu'on connaît mieux avec la biodiversité. Et donc, il faut des actions de recensement et de conservation pour ces objets géologiques, comme il y a pour la biodiversité et les êtres vivants. Oui, c'est pour ça. Ce qui vous tient à cœur, c'est de sensibiliser tout le monde à la géodiversité et au patrimoine géologique. C'est pour ça que vous lancez Rocknet. Expliquez-nous comment marche cette application. Voilà, donc en fait, le Rocknet, c'est une application qu'on développe en partenariat avec l'UNESCO, qui est un acteur majeur avec le Muséum d'histoire naturelle également du géopatrimoine et de la géodiversité en France. Et donc cette application, elle vise de partir de l'objet le plus commun d'accès pour la géologie, pour le grand public, qui est la roche, le caillou de l'environnement direct. Et donc, en fait, elle se base sur un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné à analyser des photos de roches que les utilisateurs peuvent prendre directement en photographiant les cailloux, les roches, les pierres autour d'eux. Et grâce aux photos capturées par l'application, il y a un modèle d'intelligence artificielle qui va l'analyser et qui va donner de l'information, un premier niveau d'information au grand public à l'utilisateur pour lui dire d'où vient ce type de roche, comment elle est utilisée, quelles sont les ressources qui peuvent être à l'intérieur et pourquoi elle est importante pour la société. Comment elle se forme, etc. Plein d'informations. C'est très simple. Il y a une application qui existe comme ça, qui s'appelle PlanteNet, qui a un grand succès d'ailleurs. Donc c'est un peu le même principe. Je sors de chez moi, je vois un morceau de rocher, une petite pierre qui m'intrigue. Je la prends en photo, comme ça, enfin, je mets mon téléphone, et là, ça m'envoie, grâce à votre intelligence artificielle, ça fait une reconnaissance, et en fait, ça me donne toutes les informations de base. Voilà, tout à fait. Donc, PlanteNet, c'est effectivement une très forte source d'inspiration. C'est un très, très beau projet, et on n'est évidemment pas encore au stade où est PlanteNet. On est encore en phase de développement, mais c'est exactement le même principe. Donc, vous pouvez prendre une pierre que vous rencontrez, une roche, et puis l'application, votre smartphone, Ouais. avec l'application, et en prenant une photo, et bien là, vous allez ensuite pouvoir envoyer cette image au modèle d'intelligence artificielle d'IFPEN, qui va ensuite vous donner tout un tas d'informations sur cette roche en l'ayant en fait comparé à une large base de données de photos utilisées pour l'entraînement de ce modèle d'intelligence artificielle. Mais votre intelligence artificielle, elle peut reconnaître beaucoup de roches différentes pour le moment? Alors, pour l'instant, on l'a entraîné sur 12 types de roches, les 12 grands types communs, mais ce n'est pas suffisant. Là, on voit ces 12 types-là. Vous voyez qu'il y a déjà une grande diversité de formes, de couleurs, de textures. Et donc, elle est entraînée à reconnaître ces 12 types-là. Et l'idée, évidemment, c'est de l'enrichir. Et de l'enrichir avec plus de types, plus de roches. Et pour ça, on compte sur les utilisateurs. Oui, en fait, c'est un projet de science participative. C'est vraiment de la science participative. Chaque fois que l'utilisateur va prendre une photo,
Cette photo, elle va pouvoir compléter la base de données. Et si l'utilisateur connaît un peu de géologie, il va pouvoir indiquer quel type de roche il s'agit. Et là, l'intelligence artificielle, c'est la beauté de ces technologies, elle apprend au fur et à mesure. Donc, elle s'enrichit et pour chaque fois qu'on l'utilise, elle s'améliore. Et ainsi, l'idée, c'est que tous ensemble, avec toute la communauté d'utilisateurs, on va pouvoir à la fois améliorer le modèle d'intelligence artificielle et à la fois construire un atlas commun de la géodiversité et de la diversité des types de roches qui nous entourent. D'accord. Alors évidemment, en développant une appli, vous allez aussi, probablement, c'est un outil intéressant pour capter, j'allais dire, l'intérêt aussi des jeunes générations. Alors il y a cette appli, mais derrière, il y a une sorte de philosophie que vous voulez développer. Vous dites par exemple, il faut démocratiser la connaissance géologique parce que c'est un enjeu important. Oui. C'est un enjeu très important. Alors, pour différents domaines. Donc déjà, la géodiversité, c'est les ressources naturelles et c'est aussi l'évolution de la planète. Et on sent que le grand public a faim de ce genre de débat et a envie de s'engager sur ces thèmes-là. Mais pour ce débat, pour qu'il soit serein, constructif, il faut qu'on partage tous une certaine compréhension d'où viennent les ressources naturelles, comment elles se sont formées, comment évolue la planète, selon quel mécanisme. Et ça, c'est la géologie qui nous l'enseigne. Et donc, il faut partager cette connaissance géologique. Et le plus facile, c'est de partir de l'environnement direct des gens. Donc, le géopatrimoine. Et là, l'UNESCO fait un gros travail en labellisant des territoires, en les appelant les géoparcs. Ouais. Donc, les géoparcs, il y en a plus de 160 dans le monde, sur plus de 40 pays différents, 7 en France, peut-être bientôt d'autres. Et ces territoires, c'est comme les Causses du Quercy, les massifs des Bauges, les monts d'Ardèche, sont des territoires qui sont engagés à se servir de leur patrimoine géologique pour populariser la géologie, le fonctionnement de la planète, la manière dont les ressources naturelles se forment et peuvent être exploitées auprès des visiteurs, du grand public. Et ça, donc, ça paraît vraiment très, très important pour que les gens comprennent mieux et puissent ainsi s'investir en connaissance de cause sur les questions de gestion des ressources, d'exploitation des ressources raisonnées et de l'évolution de nos conditions sur la planète et sur notre environnement. Le sentiment, vous avez le sentiment que le patrimoine géologique, le géopatrimoine, peut être menacé d'une certaine façon? Alors oui, et je pense qu'il y a des actions à la fois de protection et à la fois de valorisation et de promotion qui peuvent être comparables à celles qui sont mises en œuvre pour le patrimoine historique, qui sont nécessaires, et elles peuvent être menacées notamment par l'urbanisation et le développement d'énormes mégalopoles. Ça peut être des menaces. Et sinon, à plus petite échelle, on peut penser au pillage de fossiles ou de projets de construction. Donc, l'idée, c'est de faire connaître et protéger et promouvoir aussi, et s'appuyer dessus pour promouvoir la géologie et la connaissance auprès des citoyens. Et c'est dans ce sens qu'IFP Énergie Nouvelle a signé une convention avec l'UNESCO pour pouvoir soutenir les géoparcs. Voilà, donc on est très, très contents. Donc je disais, il y a deux grands acteurs très engagés sur ces notions en France qui sont le Muséum d'histoire naturelle et l'UNESCO. Et effectivement, il y a un accord entre IFP Énergie Nouvelle et l'UNESCO qui vise à donner aux géoparcs, mais finalement à tous les acteurs de la géodiversité et du géopatrimoine, des technologies numériques innovantes qui vont être un outil, un vecteur pour promouvoir et faire connaître ce géopatrimoine, cette géodiversité et la connaissance géologique auprès du grand public. Et ces technologies nouvelles, donc ça peut être soit de la réalité virtuelle, on en a parlé plutôt dans l'émission, qui va permettre de mettre accessible à un plus grand nombre la visite du géopatrimoine, ou ça peut être, comme on en a parlé, l'application RockNet, qui va pouvoir à tout à chacun de découvrir la géodiversité. Un dernier mot, Antoine. Pour le moment, on ne peut pas télécharger l'appli, elle est en développement, mais ce sera pour bientôt. Pas tout de suite. Par contre, les gens peuvent intéresser
peuvent nous contacter via le site web rocknet.fr. Et là, on est en phase de développement, donc on recherche des premiers utilisateurs qui vont nous faire des retours. Donc si vous voulez participer à cette aventure et faire partie de la première communauté d'utilisateurs, même si l'application n'est pas encore sur les stores, contactez-nous par rocknet.fr et on sera heureux de vous mettre dans la boucle. Très bien, je vous remercie beaucoup. Antoine, on souhaite un grand succès à Rocknet. Merci. Merci. Et alors maintenant, nous allons découvrir une discipline très originale et sans doute pas tellement connue du public, c'est la paléodémographie. Et pour cela, eh bien, on va se rendre tout de suite à Nice, retrouver notre nouvelle invitée de l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Bonjour Isabelle Segui. Bonjour. Bonjour, vous êtes archéologue et historienne démographe à l'unité Population et Histoire à l'INED et chercheur associé au CEPAM. Alors, vous étudiez les comportements démographiques des populations de l'Antiquité à l'époque moderne. Et tout d'abord, je voudrais qu'on puisse rappeler quels sont les facteurs auxquels on s'intéresse quand on veut suivre la démographie et la dynamique d'une population. Alors, on s'intéresse au nombre d'individus concernés, à la répartition par âge, par sexe. On s'intéresse à leur comportement de fécondité et de mortalité, parce que ça impacte sur la pyramide des âges. Et ensuite, on s'intéresse à un certain nombre de facteurs qui influencent aussi ces comportements. Des facteurs sociaux, des facteurs économiques, des facteurs environnementaux, épidémiologiques, etc. etc. D'accord. Et pour les populations donc passées, toutes ces informations, on les trouve où exactement ? Alors, on les trouve de manière plus fragmentaire que de nos jours, où on dispose d'une masse d'informations considérable et où on peut faire des enquêtes sur les populations vivantes. Donc, on les trouve dans les textes, dans les sources écrites, donc, et on les trouve aussi dans des sources matérielles qui sont issues des fouilles archéologiques, que ce soit au niveau des habitats ou des vestiges, des traces économiques ou des reliefs alimentaires. On les trouve également dans les squelettes humains qui sont exhumés par l'archéologie funéraire, l'archéologie préventive essentiellement. D'accord. Et finalement, donc quand les documents écrits manquent pour évoquer ces populations, pour étudier ces populations passées, c'est ces sources matérielles qu'on utilise en priorité, et c'est ça finalement la paléodémographie ? Oui, la paléodémographie, elle s'appuie essentiellement sur des sources matérielles. Pour les époques où on ne dispose pas ou pas beaucoup de sources écrites, donc le Moyen-Âge, la période antique, et on peut aller aussi plus loin dans le passé. Et donc avec deux sources principales, comme je disais, par exemple la distribution spatiale des habitats, qui donne une idée de la distribution et de la densité de population à certaines époques et dans certaines régions, et les squelettes humains, à partir desquels on peut estimer l'âge et le sexe, qui, comme vous savez, sont deux variables clés pour étudier les phénomènes démographiques, avec la difficulté que ce sont des variables estimées et non pas des variables mesurées. D'accord. Alors, vous parliez de la densité de population. Là, c'est par rapport à quoi ? Donc, c'est par rapport aux fouilles archéologiques. On retrouve des sites, des villages anciens, c'est ça ? Oui, des fouilles ou des prospections juste de surface, mesurer la densité d'objets de telle époque sur une surface assez large, une surface donnée. C'est tout un pan de la paléodémographie qui vise à restituer à peu près la taille des habitats, leur dynamique dans le temps long et leur distribution spatiale dans un territoire donné. D'accord. Alors, je précise une chose, vous n'allez pas donc directement sur le terrain pour recueillir sur les squelettes ces informations. Ce que vous utilisez, c'est plutôt des données statistiques, c'est bien ça ? Expliquez-nous comment vous travaillez. Oui, j'arrive en bout de chaîne. Je dirais qu'il y a les archéologues qui fouillent, et je travaille principalement sur les restes osseux et dentaires humains. Donc les archéologues qui fouillent, les anthropologues qui prennent les mesures, estiment l'âge, estiment le sexe, et moi ensuite j'essaie de
résoudre avec d'autres collègues des problèmes statistiques qui sont que les variables dont je vous parlais, sexe et âge, estimées sur les squelettes ne sont pas très très bien corrélées avec, en tout cas pour l'âge, avec un âge chronologique, un âge calendaire qu'on utilise généralement en démographie. Et donc là, il y a un premier et gros problème statistique à résoudre qui nous oblige à rester dans le domaine probabiliste. D'accord. Donc estimer une probabilité d'âge, une probabilité de distribution d'âge au décès. D'accord. On arrive à être assez précis quand même, ou c'est vraiment des écarts assez importants d'âge? On arrive à être précis en restant dans le domaine du probable, en disant avec un intervalle de confiance qu'on doit préciser à chaque fois. On ne peut pas avoir un âge à l'année près, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. D'accord. Alors on va s'intéresser à un exemple bien particulier, c'est le cas de la nécropole de Frenouville en Normandie. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce site? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors c'est un site qui a été fouillé dans les années 70, qui est ce qu'on appelle une nécropole de plein champ, c'est-à-dire un cimetière ouvert, qui n'est pas urbain, qui n'était pas contraint par des murs ou par une densité d'habitat, qui n'a pas du coup eu de couches superposées. Il est d'un seul niveau et qui a la particularité d'avoir une longue occupation, qui a été occupée sous l'époque romaine entre la fin du 5e et le début du la fin du 3e siècle et la fin du 5e siècle, puis réoccupée de manière tout à fait mitoyenne à l'époque mérovingienne, donc du 6e à la fin du 7e siècle. Ce cimetière, alors les squelettes qui ont été exhumés de ce cimetière ont été étudiés par mon collègue Luc Buchet, sur les deux, avec une distinction très nette et facile à faire des deux périodes, parce que les tombes ne se présentaient pas du tout dans la même orientation. D'accord, ça c'est la principale différence qu'on observe? Oui, parce qu'entre les deux périodes, il est passé la christianisation des campagnes et l'orientation des tombes a obéi aux règles catholiques et sont donc tout à fait différentes des tombes romaines de la période précédente. D'accord. Alors que révèle la paléodémographie quand on étudie ce site sur cette population, ces populations? Alors, ces populations, parce qu'en fait, ce sont probablement plusieurs populations et différentes. La région a connu plusieurs migrations importantes. La grande surprise qu'on a eue, c'est de constater que la vie était assez bonne sous l'époque romaine, avec une probabilité de survie à peu près comparable à celle qu'on avait au 19e siècle. Tandis qu'à l'époque mérovingienne, les choses étaient beaucoup plus compliquées. La durée de vie moyenne, alors là je parle uniquement des adultes, pour les deux périodes, uniquement des adultes, a régressé de 10 ans, ce qui est quand même assez considérable. Et ça a concerné essentiellement les hommes jeunes. D'accord. On sait expliquer pourquoi, pour quelles raisons on observe ces différences? Alors probablement parce que la fin du 5e, début du 6e siècle marque une période de grande instabilité, de grandes difficultés, à la fois climatique, parce qu'on assiste à un refroidissement des températures, ce qui génère des problèmes de récolte, des problèmes frumentaires, des crises alimentaires, donc c'est-à-dire des famines, une recrudescence des épidémies. Je ne vous parle pas de la peste de Justinien qui est de la seconde moitié du 6e siècle, mais je pourrais aussi vous parler de la variole qui apparaît à la même époque pour la première fois en Europe, du paludisme lié justement à ces changements climatiques et à ces modifications de l'environnement côtier. D'accord. Il y a également les raids vikings qui affectent beaucoup la Normandie, et puis les grandes migrations, ce qu'on a appelé les grandes migrations qui se placent dans cette époque aussi, et qui voient les peuples germaniques s'installer progressivement dans les régions françaises, et qui probablement à cette époque-là arrivent aussi en Normandie. Donc il y a une grande instabilité géopolitique, économique, climatique et épidémiologique, qui pourrait expliquer ce raccourcissement de la vie moyenne des gens. D'accord. Une dernière question rapidement pour conclure. Est-ce que la paléodémographie peut nous aider pour comprendre aujourd'hui nos sociétés? Nos sociétés, peut-être pas, mais l'impact que peuvent avoir des difficultés majeures sur nos sociétés à long terme.
L'avantage d'étudier le passé, c'est qu'on a un recul assez large sur les événements qu'on étudie et qu'on peut mesurer l'impact qu'ils ont eu à long terme, pas sur les 5 années, mais sur les 200 années qui suivent. D'accord. Merci beaucoup Isabelle Segui pour toutes ces explications. Merci. C'était très clair, c'est vraiment très intéressant. Et maintenant, je vous propose de retrouver Fred en plateau. Merci beaucoup. Effectivement, moi, j'ai découvert la paléodémographie. C'est passionnant. Voilà. Alors, tout de suite, eh bien, c'est le tour du monde d'Élodie. Aujourd'hui, je vous emmène faire un mini tour du monde en une rubrique en vous parlant de 2 initiatives. Imaginez que les sciences pourraient être aussi aimées que nos histoires, nos récits, nos romans. Eh bien, c'est le pari fou que cette initiative s'est lancée aux États-Unis. Science has beloved a story, donc en gros, la science aussi aimée que les histoires, où ils utilisent les histoires, les romans bien connus des enfants pour leur parler de science et leur faire découvrir des expériences fascinantes. Par exemple, ils font découvrir la chimie à travers Harry Potter, l'ingénierie grâce à la mythologie grecque, l'anatomie et la physique grâce aux zombies et la toxicologie médico-légale à travers Roméo et Juliette. Ils travaillent avec des enfants dès l'âge de 3 ans et les font participer à des ateliers créatifs pour donner vie à leurs livres préférés en utilisant la science. Alors bien sûr, ces ateliers, en plus, ils permettent de leur montrer qu'on n'a pas à choisir entre être créatif ou faire de la science. Ils peuvent allier les deux, car la science est une forme de créativité. Puisqu'on parle d'histoire, je voulais aussi vous présenter une autre initiative, un autre projet, Science Me a Story, qui en gros veut dire Science-moi une histoire. Et c'est une compétition qui vient d'Espagne et d'Angleterre. Et l'idée, c'est de demander aux scientifiques un peu partout dans le monde d'écrire leurs histoires, soit en anglais, soit en espagnol, pour tenter de gagner cette compétition. Et les finalistes sont publiés sur le site. Alors attention, ce n'est pas n'importe quelle histoire qu'il faut leur envoyer. Ce sont des histoires qui parlent bien sûr de science et de recherche, mais qui sont adaptées à un public d'enfants en école primaire. En 2020, ils ont reçu plus d'une centaine d'histoires scientifiques venant de 42 pays. Voilà 2 initiatives qui rendent la science aussi magique qu'Harry Potter. Ah, elle a disparu. Bon, j'espère qu'on va retrouver Élodie avant demain pour qu'elle soit au rendez-vous de l'émission. Voilà. Alors, on fait de la magie avec la télévision. Bon, vous faites des métiers extraordinaires quand même. Hein. Vous avez le temps quand même. Vous êtes ambassadeur cette année de votre organisme de recherche, de l'IGN. Vous avez le temps de transmettre votre passion, vos connaissances à les plus jeunes. Oui, on essaye, mais je lègue ça à mes collègues plus jeunes qui enseignent la géodésie. Et puis moi-même, des fois, je fais des conférences, etc. Ouais. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec cette émission, ceux qui nous regardent, surtout les jeunes, seront attirés par la géodésie, parce que la géodésie, c'est une science fascinante. Ouais. On voit bouger des choses avec les chiffres, évidemment, mais on s'intéresse à notre planète, parce qu'on souhaite savoir comment les choses se déforment sur la surface de la Terre et comment apporter des contributions, par exemple, au changement climatique dont on a parlé pendant cette émission. Voilà. Absolument. Guillaume Oui, effectivement, on est de nombreux collègues à EDF à intervenir pour la fête de la science tous les ans, depuis longtemps. Ouais. Et c'est très régulièrement qu'on intervient et c'est très facile et ça plaît. Oui, et puis on vous remercie énormément d'être venu ici parce que vous avez passé du temps aussi à transmettre, à raconter vos recherches qui sont passionnantes. Merci à vous. Oui. De nous avoir donné cette occasion pour parler de ce qu'on fait en science. Écoutez, on va terminer l'émission dans 2 minutes, mais pour le moment, je vais juste lancer l'énigme. Ça va être la dernière de cette série d'émissions, puisque vous aurez la réponse à cette énigme demain, lundi. Voilà, et aujourd'hui, l'énigme vous est proposée par Paléogie. En
En explorant le passé, les paléontologues ont pu identifier plusieurs ancêtres d'animaux actuels. Le mammouth pour l'éléphant, le mégalodon pour le grand requin blanc, ou encore le Tyrannosaurus rex pour la poule. Et nous alors, pauvres Homo sapiens, est-ce que les paléontologues ont pu identifier nos ancêtres? Ah, réponse demain à partir de 17h30. Il nous reste à remercier tous nos invités qui étaient en duplex, à remercier Guillaume Thibault qui était avec nous, Zouhair Altamimi. Merci beaucoup pour ces histoires passionnantes que vous nous avez racontées. Demain, on joue avec qui? Quelle région? Alors on part en Corse et dans les territoires ultramarins. Oh là, grand voyage. Ouais, grand voyage. Et après, en deuxième partie d'émission, avec nos invités, on va s'intéresser à l'impact de l'homme sur la Terre. On appelle ça l'Anthropocène. Ouais, comme dirait l'autre, il y a de l'humain dans l'air. Allez, à demain. On se retrouve à 17h30. Ciao, bye bye.